Est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous dire quelle est la différence? Alors, Madame, il y a le FDM, c'est un protocole de multiplexage de la couche physique. Ou mhm. FDMA, c'est un protocole de la couche 2. Oui, mais bon, il faut finir encore un peu plus. Quelle est la différence? Je pense qu'il y a des messages, Mariam. J'adore les explications de Mariam. Alors, pour la question de la différence entre FDM et FDMA, oui. La différence notable que j'ai pu lire était que FDM utilisait la couche physique et FDMA utilisait le même principe que mais au niveau de la couche. C'est ce qui vient de dire Samy, parfait. Ce qui implique aussi qu'on n'a pas besoin d'utiliser un multiplexeur. Riyad, oui. Euh, L'explication, vous allez toujours aux techniques, c'est ce que vous trouvez. Mais oui, pourquoi? Pourquoi il y a ça? Alors tout simplement, je vais vous dire, je ne vais pas trop vous casser la tête, vu que vous avez aussi plein de cours et de TP. Donc le A, le FDM, le FDM ou le yes, Isra. User, pourquoi vous avez dit user? Isra. Hmm? Qu'est-ce que vous voulez dire, Isra? Allez-y. N'oubliez pas que quelqu'un sauvegarde la séance, s'il vous plaît. Hein. Vous la partagez entre vous par la suite. Je compte sur vous. Très bien. Alors, plusieurs utilisateurs. Et le FDM tout court? Et le FDM tout court, il sera Oui, accès multiple, ça on l'a compris. Et le FDM? Isra, elle dit que le FDM, c'est pour plusieurs utilisateurs. Oui. Et le FDM? Je cherche juste le stylet. Oui. Alors, vous n'êtes pas loin. Oublions le côté technique. Ah, je l'ai trouvé. Ah, tout simplement, regardez mon fameux tableau blanc. Il est là. Et hop. Voilà. Tout y est. Voilà. Vous voyez le tableau blanc, bien sûr. Alors, tout simplement, oublions le technique. Donc, oublions le côté équipement, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il ne nous faut pas. FDM, vous avez une bande passante que vous allez partager, n'est-ce pas? Vous allez partager pas nécessairement entre des utilisateurs réels, des personnes différentes réelles. OK? Vous pouvez la partager entre des applications. Par exemple, la DSL, vous partagez avec d'autres applications, si vous voulez. La téléphonie plus la DSL, Internet. Je partage et je peux faire du FDM. C'est-à-dire que je vais partager entre pas des utilisateurs réels des personnes. Par contre, le FDM, ah, là, c'est des utilisateurs, des personnes réelles différentes. Voilà la différence. D'accord? Mis à part le côté, est-ce qu'on est dans la couche physique ou bien on monte un peu plus pour pouvoir partager entre les différents utilisateurs. Et le TDM, la même chose, le TDM et le TDMA. Et c'est pour ça, dans le sans-fil, on a besoin du FDMA et du TDMA. D'accord? Le A d'ailleurs, parce qu'on a des utilisateurs réellement différents. Ce ne sont pas des applications au niveau d'un seul équipement qui va partager une seule bande passante. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui, de toutes les manières, c'est un partage de la bande passante. Mais on a précisé avec le A, c'est pour dire qu'il y a réellement, ce sont derrière le partage à qui on va attribuer ces bandes passantes,
on va les attribuer à user 1. C'est réellement des utilisateurs. User 2. Voilà, quand on est exactement, vous avez un point d'accès, access point, et là, on partage avec plusieurs users. OK? Là, on a un partage avec plusieurs utilisateurs différents. Mais le FDM, c'est le même esprit, mais vous avez une seule personne qui va l'utiliser pour différentes applications. Vous partagez, exactement. Voilà tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? De rien. Oui. C'est clair? Un petit oui, comme ça me fera... Oh, parfait, très très bien. Alors, on a fini avec ça. On va directement à la suite. La suite, c'est le codage. Alors, déroule les antennes, codage. Bon, on y va vers les antennes au lieu du codage, d'accord? C'est pas lié. On peut faire l'un ou l'autre. Et je laisse le tableau blanc au cas où. D'accord? Ah. Très bien. Donc maintenant, on passe aux antennes. Meriem, je n'ai pas oublié vos questions, mais je préfère les retarder par la suite. D'accord? On les fera par la suite, je répondrai, parce que vous avez posé plusieurs questions. J'y répondrai par la suite. OK? Alors. Très bien. Je vais vite parce que vous connaissez, mais c'est juste des rappels obligatoires. Ça veut dire celui qui a raté le module antenne, là, il peut se mettre à jour. Alors, qu'est-ce que c'est une antenne? C'est un conducteur électrique ou un système de conducteurs utilisé, bien sûr, pour transmettre ou recevoir de l'énergie, cette fois-ci, électromagnétique. Alors, vous avez une représentation avec le diagramme de rayonnement, soit pour les antennes, donc rayonnement omnidirectionnel, c'est l'idéal, mais bon, généralement, on ne l'a pas, ou bien ce rayonnement-là, quand vous avez ce type, est-ce que j'ai l'exemple? Voilà, demi-onde ou quart d'onde, vous avez un autre diagramme. Donc là, c'est pour représenter les faisceaux de transmission de vos antennes. Et vous pouvez l'avoir bien sûr en émission ou en réception. Vous avez ce qu'on appelle la largeur d'un faisceau. Bien sûr aussi faisceau à demi-puissance, ou c'est-à-dire selon la puissance transmise de l'antenne à un endroit donné. D'accord? La puissance courante de la directivité d'une antenne, là on parle plutôt des antennes, ça veut dire des antennes paraboliques, et on a la directivité de cette antenne-là. La directivité, ça veut dire là où la puissance sera au maximum. Ça veut dire ça. Regardez. Vous avez une antenne qui est en train de transmettre, par exemple une antenne parabolique, qui est en train de transmettre. Le faisceau, la largeur ici du faisceau, ça va être ce qui est sûr. Là, au milieu, vous aurez à un endroit donné une puissance maximale. Au milieu. Et ensuite, ça diminue des côtés. D'accord? Alors, la mesure courante de la directivité de l'antenne, donc on peut la mesurer avec la puissance et la largeur du faisceau, et l'angle dans lequel la puissance rayonnée est au moins égale à la moitié de la puissance rayonnée dans la direction préférée. La direction préférée, c'est celle-ci. D'accord? Et là, vous avez au moins la moitié et vous avez votre faisceau.
d'accord, et votre directivité. Alors, le diagramme de réception, c'est plutôt l'inverse du diagramme d'émission. Lorsqu'une antenne est utilisée en réception, son diagramme devient un diagramme, bien entendu, de réception. Et la section la plus longue du diagramme indique, bien entendu, l'orientation, la meilleure orientation pour la réception. Alors, la puissance, regardez, quand j'ai mis la puissance réellement, elle est là. L'antenne, c'est là. Donc, quand j'ai mis, c'est sûr que ici, à cet endroit, j'aurai une puissance maximale. Donc, elle va diminuer de part et d'autre, des deux côtés. Le faisceau qu'on va prendre, le faisceau, c'est celui-là. Le faisceau, c'est avec l'angle, là, vous aurez la moitié. dit la moitié et cette moitié-là de l'angle. Et l'angle, c'est tout cet angle-là du faisceau. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir comme une puissance maximale vers la direction préférée, et ensuite, j'ai de part et d'autre. Ça, c'est pour les antennes paraboliques. Hein. D'accord? Alors, vous avez l'antenne idéale, l'antenne isotrope, que vous connaissez, ça veut dire qu'elle va envoyer la même énergie dans toutes les directions. Et elle est utilisée surtout pour la théorie, pour les calculs. En réalité, on ne peut pas avoir une antenne isotrope. Les antennes dipôles, demi-onde ou hertziennes, là, je vous laisse le soin de les lire, demi-verticale, quart d'onde ou de Marconi, ou bien les antennes paraboliques réflexives. Et là, elles sont utilisées pour les transmissions par micro-ondes. D'accord? Là, on utilise souvent les paraboliques. Et les autres, c'est pour les équipements, les autres équipements, hein, les petits équipements. Alors, vous avez les antennes dipôles demi-onde. Pourquoi on les appelle demi-onde? Parce que tout simplement, réellement, c'est lambda sur 2, lambda sur 4. Leur lambda, leur fréquence, c'est lambda divisé par 4 et L sur 2. On les appelle ainsi. Alors, la largeur des faisceaux, pour les antennes paraboliques, dans cet exemple, vous avez une largeur de faisceau pour divers diamètres d'antenne. Le diamètre de l'antenne parabolique, c'est quoi? Ça va être quoi? Elle est parabolique, donc c'est ça, la parabole. Et on a un diamètre. Le diamètre de l'antenne. D'accord? On vous le donne généralement. OK? Une fois qu'on a le diamètre, on peut faire quoi? On peut avoir la largeur du faisceau en degrés. Pour des fréquences, là, on vous donne pour des fréquences, f est égal à 12 GHz. Et on vous dit, là, pour les différentes antennes, on vous dit que plus le diamètre de l'antenne est grand, plus le faisceau directionnel est étroit. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. Oui, c'est en relation, mais je vois si j'ai pas. C'est en relation. Mais le faisceau. Également, vous avez cette antenne parabolique, elle a un diamètre. Et avec l'antenne parabolique, la parabole elle-même, il y a avec le blanc, avec l'antenne. Il est utilisé pour pouvoir émettre également. Il n'est pas inutile de l'avoir. Donc, le diamètre de l'antenne, on vous dit, quelle est la remarque ici? Plus le diamètre est petit, est grand, plus le faisceau en degrés, il est petit. Et là, on vous le donne, il est calculé pour les fréquences 12 GHz. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Est-ce que vous avez des exemples?
Quand on a les antennes, pardon, les antennes, plus je veux avoir un faisceau étroit, mais quoi étroit? Je vais mieux diriger et je vais cerner ma puissance ici de transmission uniquement. Plus je réclame ou je demande une parabole plus grande, le diamètre taha. Diamètre plus grand, plus directivité meilleure. Directivité. Je vais pouvoir envoyer une puissance là. Elle sera concentrée, cette puissance, uniquement là. Par contre, si j'ai une petite parabole, diamètre donc plus petit, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une puissance, un faisceau plus large, mais une directivité meilleure. Pas meilleure, plus basse. Et là, ma puissance, elle sera transmise sur ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut, l'exemple qu'on a? Les antennes paraboliques pour les transmissions satellitaires. Comment vous les voyez? Est-ce qu'elles ont une parabole petite ou grande? Madame, elle est très, très grande. Très, très grande. C'est pour augmenter, donc, diamètre énorme. C'est pour augmenter quoi? La directivité. D'accord? Donc, dans nos résultats ici, plus j'augmente le diamètre de mes antennes, plus j'aurai une largeur de faisceau plus petite, mais la puissance, toute la puissance sera dans un faisceau très étroit. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Genre, on va concentrer avec la puissance dans le faisceau. Oui. Et le calcul de ce tableau, il le montre bien. Diamètre pour une F, pour une fréquence de 12 GHz, vous avez un diamètre qui augmente, vous voyez ici, et le faisceau en degrés, il est plus réduit. D'accord? J'aime bien Younes, rapidement. Pourquoi rapidement? Je répète les explications, vous pouvez... J'ai dit, plus le diamètre. Ah, d'accord, 90%. Quelle est la question exactement, Younes? J'aime bien le 90%. Quelle est la question exacte? Je répète, pour le faisceau, j'ai dit plus l'antenne, le diamètre taha la parabole, et elle a un centre ici. C'est le rayon, là. Ça, c'est le rayon, n'est-ce pas? Et le tout, c'est le diamètre. OK? Le tout, le diamètre est égal à 2R. Très bien. Ça est dit. Maintenant, j'ai dit que selon le tableau, qu'est-ce qu'on peut conclure? Plus le diamètre
de notre parabole est grand, plus on agrandit, plus on pourra diriger. On pourra diriger. Pourra mieux diriger, pointer. C'est comme si que quand vous reculez, vous lancez quelque chose, vous dirigez bien. Vous dirigez les choses. L'anaya, plus elle est grande, et je dirige. Diamètre grand, je vais, la directivité, le faisceau, la largeur du faisceau, elle diminue. Par contre, si je la fais, j'ai une petite parabole, plus petite, le faisceau, c'est vrai qu'il sera large, mais la directivité aussi, faisceau. Large, mais ah là là, j'ai écrit même. Mais moins de directivité. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Posez-moi, je préfère que vous me posez des questions, c'est mieux. Posez-moi des questions, allez-y, pour éclaircir les choses. Peut-être que je n'ai pas bien... C'est sûr, Younes, on est arrivé au 100. Younes, est-ce qu'on est arrivé au 100? Si on n'est pas arrivé, il faut qu'on arrive. Hein, vous me posez vos questions. Alors, le gain d'une antenne, c'est quoi? C'est la puissance en sortie dans une direction donnée par rapport à la puissance que produit une antenne omnidirectionnelle parfaite dans n'importe quelle direction. Donc, c'est par rapport à ce que produit une antenne qui est parfaite par rapport à notre antenne. La surface effective, c'est en fonction de l'antenne. C'est un calcul, la surface effective, c'est un calcul qui se fait en fonction de la forme de l'antenne. Alors là, vous avez la relation du gain et la surface effective. C'est des calculs à faire et à comprendre, à apprendre. Généralement, si vous avez besoin le jour de l'examen, je vous donne les formules. Il est inutile de les apprendre, d'accord? Donc là, vous avez le gain et vous avez également la surface effective de l'antenne. Donc, vous voyez que le gain d'une antenne, ce qui rentre en considération, on fait rentrer la surface et donc la forme de votre antenne. Là, vous avez la surface effective, le calcul, comment on fait le calcul de la surface effective pour pouvoir par la suite calculer le gain de cette antenne. Vous avez pour les différentes antennes, vous avez le calcul de la surface effective et bien entendu par la suite le gain en puissance. Alors là, vous avez un exemple, soit une antenne réflexive parabolique d'un diamètre de 2 mètres et fonctionnant à 12 GHz. Quelles sont les valeurs de surface effective et de gain? Donc là, la surface effective, on nous dit que c'est une antenne parabolique. Là, généralement, ce sont des exemples que vous avez sur le document du cours et que je ne mets pas la réponse. Donc, vous pouvez noter maintenant la réponse. D'accord? Donc, soit une antenne réflexive parabolique. Donc, la surface effective de cette antenne, on est là, dans la parabolique. Donc, c'est 0,56. On nous donne, hein, c'est des valeurs qu'on nous donne. 0,56. Le pourquoi et pourquoi c'est 0,56, là, je ne pourrais pas vous dire. Donc, il faut chercher le pourquoi de ces formules. Maintenant, on va uniquement les utiliser. Et je dis que si vous les avez besoin le jour des examens, je vous donne les formules. N'apprenez pas les formules, d'accord? Toute formule, vous l'aurez. Alors, donc, pour calculer la surface effective, tout simplement, on a
comme un pi r, c'est pour la surface de cette antenne. Ensuite, on a la surface effective, c'est 0,56 pi. Et donc là, c'est le A, c'est la surface de l'antenne, oui. Je pensais que j'avais écrit un pi. Très bien. La longueur d'onde, donc là, c'est A, petit e, hein, c'est la surface effective. La longueur d'onde est, donc, on fait le calcul, et j'ai fait le calcul pour trouver le gain en décibels. Donc, il n'y a rien de sorcier, c'est une application numérique. OK? C'est noté? Oui, madame. Très bien. Alors, maintenant, on passe à autre chose. Les modes de propagation. Alors, les modes de propagation, bien sûr, maintenant on est dans les antennes, on a compris qu'on est dans le sans-fil. C'est clair maintenant. Donc, on parle soit des micro-ondes, des ondes, donc on est dans l'air. Quels sont les modes de propagation? Vous avez le premier type, vous en avez 3. Propagation par onde de surface. On l'appelle aussi propagation au sol. Pourquoi? Parce qu'elle va suivre les contours de la Terre. Là. D'accord? Et c'est des fréquences généralement basses par rapport aux autres modes. D'accord? Et peut couvrir des distances considérables. C'est à peu près, c'est comme les ondes radio, hein. De la radio, on a dit qu'on n'a pas besoin de paraboles très grandes. On n'a pas besoin. Donc, on est dans les fréquences basses. Et ça suit, regardez le mode de propagation de ces fréquences-là, il suit le contour de la Terre. Donc, vous pouvez envoyer ces signaux-là pour de longues distances sans pour autant avoir besoin d'équipement pour répéter ces ondes-là. Le deuxième mode, n'oubliez pas de me freiner hein, ou envoyer des questions. Le deuxième mode, c'est le mode de propagation ionosphérique. Pourquoi on l'appelle ionosphérique? C'est par rapport, quoi? J'ai écrit ici. Je l'ai écrit, c'est par rapport plutôt à la couche, à une couche, à l'atmosphère. Voilà, très bien, Younes. C'est une couche qui se trouve dans l'atmosphère et qui permet aux ondes à faire des rebonds. On va dire sera réfléchi. À ces fréquences-là, il le fait. D'accord? Ces fréquences-là permettent de faire ces rebonds, comme ça, ces réflexions-là, à partir de la couche ionisée, et on peut transmettre à aussi de longues distances. D'accord? Et enfin, on a… Madame, oui? Madame, ces rebonds sont parfaits. Tous les signaux vont rebondir. Tout le signal va rebondir. Les signaux qui sont dans cet intervalle, ils pourront le faire. D'accord? Merci. Et bien entendu, à un moment donné, ils vont s'atténuer. Ils ne vont pas rebondir indéfiniment. Il y a une distance acceptable. D'accord? D'accord, merci. Par la suite, vous avez, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est des fréquences assez hautes. C'est la propagation en vue directe. Donc, en vue directe, ça signifie que l'antenne émettrice est en vue directe avec l'antenne réceptrice. D'accord? Et doivent donc être positionnés en vue directe effective. Effectivement, réel. C'est radio. On les voit, les deux. Donc, communication par satellite ou bien des communications, quand je dis ici au sol, mais terrestre. Et c'est des fréquences qui vont au-delà des 30 MHz. C'est clair pour ces trois modes? Donc, qui peut nous répéter rapidement les modes? Vous avez le mode propagation par onde de surface, fréquence basse, d'accord? On monte un peu plus et qu'il suit le contour de la Terre.
on monte un peu plus dans les fréquences et on se retrouve dans la propagation ionosphérique et elle utilise une couche ionisée de l'atmosphère pour faire des rebonds, pour réfléchir le signal. Et enfin, nous avons la propagation en vue directe. Là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre une antenne émettrice et réceptrice en vue directe et effective. Donc, ça peut être des communications satellitaires ou bien des communications terrestres. Et là, on monte dans les fréquences. Alors, vous allez me dire, madame, est-ce qu'on doit apprendre? Je vous dis, moi, j'ai une philosophie, il faut comprendre. Je n'apprends pas les chiffres. Moi, le plus important, c'est quoi ici? Le plus important, c'est que l'étudiant sache qu'il y a 3 types de propagation. La plus basse, c'est laquelle qui utilise les fréquences les plus basses, jusqu'à ce qu'on arrive à la propagation en vue directe. Vous savez les classifier, d'accord? J'espère que c'est clair. Très, très bien. Alors, regardez ça. Non, ça. Mode de propagation et équation. Quelles sont ces équations-là? Qu'est-ce qu'on a comme équation? On vous dit, la distance, regardez bien ici, la distance, elle est en kilomètres entre une antenne et l'horizon optique. C'est quoi l'horizon optique? Et on vous dit l'horizon radio. Quelle est la différence entre les deux? Madame, l'horizon optique, c'est où la vue تاعنا تحبس, genre où la courbure تاع la Terre, genre تحبسك, ما تخليكش تقدر تشوف كتر. Très bien, Riyad, exactement. C'est l'horizon optique. Dans notre slide, qu'est-ce qu'on a? L'horizon optique, c'est... On va enlever ça. C'est madame, وين هذاك le trait قيس la courbure تاع la Terre. On Très peut bien. l'augmenter au cas de la hauteur تاع. Donc, on est là, Riyad. On est là, l'horizon optique. C'est la vue. Voilà. Optique, c'est la vue. L'horizon optique. L'antenne, elle est là. Et la vue, là, elle s'arrête. Par contre, l'horizon radio, il est un peu plus loin. C'est par rapport à la transmission et la propagation des ondes. Ils peuvent arriver un peu plus loin. À la limite, oui, ils vont s'atténuer. Peuvent être un peu plus loin que l'horizon optique. D'accord? Tous nos calculs, on les fait plutôt par rapport à l'horizon radio. On a besoin de l'horizon radio et donc calculer la distance. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. Alors, le but, je vous dis, mon but, ce n'est pas de vous expliquer d'où vient cette formule, ce n'est pas le but. Et je vous demanderai bien entendu pas de les apprendre, je vous les donnerai au cas où. Donc, vous avez cette distance qui est calculée en quoi? En kilomètres. D'accord? Et la hauteur, bien entendu, de l'antenne ne peut pas être en kilomètres. La hauteur. Par rapport à quoi? Par rapport au sol. Par rapport au sol. Donc, l'hauteur de l'antenne en mètres par rapport au sol. C'est le H. Et vous avez la distance. Donc, là, si je veux une distance, une certaine distance, d'accord? Je veux 12, par exemple, kilomètres. Et je vais me poser la question, quelle serait la hauteur pour que j'ai une distance de 12? D'accord? À quelle hauteur je dois positionner mon antenne par rapport au sol? Clair? Et vous avez un certain facteur d'ajustement pour prendre en compte la réfraction. Le problème de réfraction, et qui est K est égal 4 sur 3. Alors, est-ce qu'on a un... Je pense qu'on a un exercice. On va le voir tout de suite. Alors, on voit l'exercice et on continue. D'accord, je préfère, tant qu'on y est, je vais voir où est-ce qu'il est.
Alors, cherchez dans votre document, normalement vous avez l'exercice, ok? Et moi, je fais sortir la solution. Bon. Voilà. Très bien, je partage. Oui, c'est la dernière page, Abdelhaq. Normalement, c'est la dernière. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez l'exercice? Oui. Très bien. On y va. Attendez, j'agrandis. C'est celui-là que vous avez. Voilà. Alors, si une antenne a une hauteur de 100 mètres, alors si on dessine, on a une antenne à une hauteur de 100 mètres. Et une autre se trouve au niveau du sol. Donc la seconde, elle se trouve ici. Donc à 0 mètre, n'est-ce pas? Alors, on nous dit quelle est la distance maximale entre ces deux antennes. Donc on cherche le fameux D, n'est-ce pas? La distance maximale entre les deux antennes pour une transmission en vue directe. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, la distance entre une antenne et l'horizon optique exprimée en kilomètres, on a cette formule-là qu'on a vue tout à l'heure. Vous êtes d'accord? On a petit d est égal 3,57. 57 ou bien... Non, c'est 57. 57 normalement, oui. 57. 57 racine, on a l'air de l'horizon radio. Donc là, racine, le fameux K, H. Le K avec le H. Donc, distance de l'antenne, c'est ça, radio, et le facteur en là. J'augmente peut-être. Voilà, pour que vous puissiez voir. Et donc, j'ai fait le calcul. Ainsi, la distance maximale entre deux antennes, maintenant, on a, vous avez cette formule. Donc, entre deux antennes, ça va être quoi? La formule qu'on vous a donnée dans le cours, c'est pour une seule. Donc, tout simplement, vous allez additionner. OK? Donc, vous aurez le D est égal à ça, plus 3,57 racine de K, là pour la première antenne et là pour la seconde antenne. Là, dans ce cas-là, la première antenne, elle est là, donc H1,
et H2. Donc, H2, c'est 0. C'est clair? Très bien. Donc, faisant les calculs, j'ai combien? J'ai 41 km. Donc, le D est égal à quoi? 41. Bien entendu, ici, vous avez en mètres, la hauteur, et le résultat, la distance, selon la formule, c'est en kilomètres. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Ceci fait, ça y est, ça veut dire que pour 41 km, une, elle est à 100 et l'autre, elle est à 0 mètre, elle est au sol. Supposez maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Supposons maintenant, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mettez vos micros en sourdine, s'il vous plaît. Attendez. Oui, on dit. Oui. Très bien. Une seconde. Riyad, j'ai le... Merci, mais j'ai le stylet. Donc, le problème ne se pose pas pour moi, pour écrire. Non, madame, sur le document, j'ai vu que vous avez écrit racine carrée. Donc, juste le cas oui, pour le document. Parce que, oui. sans chercher les symboles, madame. Parfois, vous savez, parfois, pour ne pas trop se casser la tête, vu le temps, on préfère écrire que chercher, vous voyez. Donc, mais vous m'avez dit que c'est... Alors. Madame, c'est alt égal, le mode d'équation, c'est anti-slash, square root, la racine carrée. Oh là là là, je ne pourrais pas du tout me rappeler de ça. Non, madame, c'est juste, madame, genre le nom de par exemple, qui m'a intégré, c'est I1, c'est, je crois que c'est somme, c'est somme, genre c'est des raccourcis AK. Anti-slash plus le nom de même pour les symboles delta, theta, donc camel. Et pour la racine? C'est SQRT, square root. Ok. En mode équation. Très bien. Okay. Oui, c'est ça. C'est genre les abréviations, tu as les noms en anglais. Très bien. Non, je le alt plus est égal. Ah, c'est pour ouvrir le mode équation. Je n'ai pas tout lu. Vous voyez. Non. Ok, Riyad. Merci. Parfait. Alors, on revient cette fois-ci. Voilà. Donc, la deuxième question, supposez maintenant que l'antenne réceptrice soit à une hauteur de 10 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait descendre l'antenne réceptrice, émettrice. Bien entendu. Oui. Oui, effectivement. Effectivement, il n'y a pas de relation, Samy. Il n'y a pas de relation. C'est une bonne remarque, mais il n'y a pas de relation là-dessus pour la distance. D'accord? Il n'y a pas. Alors, Hadjar, oui. Et pourquoi vous voulez que ça soit la soustraction? C'est plutôt la somme. Hein? C'est ainsi. Abdelhaq. C'est plutôt la somme. D'accord? La formule, elle est ainsi. Je n'ai pas moi-même conçu les formules. Je les ai trouvées dans les réseaux, dans toute la théorie des réseaux. D'accord? Il y a des choses que je n'explique pas moi-même. Je ne connais pas les antécédents de ces formules, mais elles sont ainsi faites. D'accord? Alors, je continue.
Donc, dans le deuxième cas, vous avez plutôt oui, très bien. Donc, le premier cas, qu'on a 100 mètres pour H1 et la deuxième, on est au sol, H2. Et la distance, on l'a trouvée à combien? À 41 km. Elle dit, n'oubliez pas, c'est la distance radio. La formule à la distance radio, elle est ainsi faite. D'accord? Dans le deuxième cas, on vous dit quoi? On vous dit, on réduit H1, c'est ça. On la rend à 10 mètres, donc on la fait baisser. Hein? Et on veut garder une distance de 41 km. La question qu'on vous pose, quelle serait la hauteur de la deuxième antenne? D'accord? Alors, faisons le calcul. Alors, pour couvrir la même distance, en faisant le calcul, ça veut dire D est égal à 41 km, et on a la même équation. Donc, je trouve H est égal à 46,6 mètres. Donc, H2 est égal à quoi? À 46,2 mètres. Qu'est-ce qu'on peut conclure là? La distance, elle est la même, 41 km, 41 km. Oui. Mhm. Oui. Là, ce qu'on peut dire, on peut dire qu'il a suffi de faire monter la deuxième antenne de 50, si vous voulez, hein, de 40%, 40 mètres. Regardez combien on a réduit la première. La première, elle a 10 mètres. Les 10 mètres, ils nous ont permis d'avoir, plutôt, faire monter H2 de 46 mètres nous a permis de faire monter H1 uniquement de 10 mètres. Vous voyez? Comme si qu'on a réduit la taille de la moitié, une des deux. Il a suffi de réduire la hauteur d'une antenne d'une moitié de ce côté ou là de ce côté. C'est la même chose. Vous êtes d'accord? Que regardez à quel... Ça nous a permis de gagner de combien? 10 mètres uniquement. Là, on est obligé de monter à 100 mètres. C'est vrai qu'on a 0. Mais là, on a fait cet équilibre. Et réellement, c'est un équilibre que vous avez. D'accord? Donc, il est préférable que vos antennes paraboliques ne soient pas clouées au sol. D'accord?
pour qu'il y ait cet équilibre entre les antennes, les hauteurs. Et aussi, pourquoi il est préférable qu'elle ne soit pas clouée au sol? Pour quelle autre raison? Des raisons de sécurité. Encore. Madame, pour ne pas être perturbé, par exemple, comme les séismes, donc les trucs. C'est sûr que c'est une perturbation, mais je ne dirais pas de séisme. Les ondes. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. J'ai dit pourquoi il est préférable. Généralement, on ne met pas une antenne au sol à 0 mètre. Il faut toujours la surélever. Mais si pour respecter un truc de Fernel, un truc comme ça. J'avais oublié le nom, exactement. Il y a Fernel. L'ellipsoïde de Fernel, voilà. Il y a des histoires pareilles, mais plus simplement, autrement dit. Éviter les obstacles, tout simplement. Voilà. D'accord. Éviter les obstacles, tout simplement. D'accord. Je lis rapidement ce qu'il y a comme explication. Alors, le résultat d'une économie de plus de 50 mètres dans la hauteur de l'antenne émettrice, parce qu'on l'a fait baisser. On est devenu elle était à 100 mètres, on est descendu jusqu'à 10. Attendez, que je ne me trompe pas. Ah, c'est l'inverse. Hein. Mais bon, c'est les mêmes explications. Ils ont mis la station dans le schéma, c'est l'inverse. Mais c'est la même chose, c'est la même explication. Là, non. On cherche plutôt ça. Et personne ne m'a dit. On cherche ça. Et la réceptrice, on l'a fait monter à 10. D'accord? Mais c'est le même calcul, la même explication. Donc là, on a 10. De l'un, d'un côté ou d'un autre. Donc là, 10 mètres. Et on cherche H1. Donc, elle a dit, on l'a fait descendre et on n'aura besoin que de 10 mètres. Donc, le résultat est une économie de plus de 50 mètres dans la hauteur de l'antenne émettrice. Cet exemple, il va montrer quoi? L'avantage d'élever les antennes réceptrices au-dessus du niveau du sol pour réduire la hauteur requise du côté de l'émetteur. Quelque part, il faut faire un équilibre. Voilà, tout simplement, et on voudra éviter les obstacles. On continue. Alors. Ça, c'est dit. Alors, maintenant, on passe à autre chose. Là, c'est donc les deux équations et on a dit qu'on utilisera le cas H. D'accord. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un horizon radio et un horizon optique et on pourra calculer la distance. Quelles sont les sources de dégradation des signaux et ce qui nous intéresse le plus, les sources qui dégradent les signaux en vue directe. En vue directe, ça signifie quoi? Que vous avez deux antennes face à face. D'accord? Donc, vous avez l'affaiblissement. Vous avez l'affaiblissement en espace libre. Vous avez les différents bruits. Vous avez tout ce qui concerne l'atmosphère. Et vous avez la propagation multitrajet. Et vous avez le phénomène de réfraction. Alors, l'affaiblissement, la puissance d'un signal chute, ça on le sait, avec quoi? Avec la distance parcourue, quel que soit le média de transmission. Et introduit trois facteurs que l'on doit considérer. Quels sont ces trois facteurs? Alors, un signal reçu doit avoir suffisamment de puissance. Vous êtes d'accord? Pour que le signal électronique du récepteur puisse le détecter et l'interpréter. S'il est trop faible, il ne pourra pas le détecter et l'interpréter. Donc, c'est la première condition.
Sinon, il s'est affaibli. Le signal doit se maintenir à un niveau notablement supérieur au bruit. Il peut l'interpréter, mais il est bruité pour être reçu sans erreur. Et enfin, l'affaiblissement est plus élevé dans les hautes fréquences. Et on avait vu ensemble le graphe, ce qui entraîne des distorsions. Donc, ces aspects-là, c'est l'affaiblissement qui va les introduire. On doit les prendre en considération. Que le signal qu'on a reçu n'a pas chuté au-dessus d'une certaine puissance, qui n'est pas bruité, et quelle est cette fréquence qu'on a utilisée. Alors, l'affaiblissement en espace libre, vous avez cette équation. Donc, en espace libre, pour les antennes, bien entendu, ici, idéal, isotrope. Donc là, vous avez puissance transmise sur puissance reçue, c'est l'affaiblissement. Et là, on avait expliqué ce graphe-là. Ça veut dire plus on monte dans les fréquences, plus l'affaiblissement, il augmente. Et plus on augmente la distance, on s'éloigne de la station émettrice, et plus l'affaiblissement, il augmente également. Alors, l'affaiblissement, il peut être formulé ainsi, et on avait expliqué le pourquoi du décibel. Donc, on met le décibel, donc on met 10 log de l'affaiblissement. L'affaiblissement, c'est la puissance transmise sur la puissance reçue. D'accord? Et on a le 20 log de 4 pi d sur lambda. Donc, vous aurez cette formule. Alors, autre type d'antenne, là, c'est pour les antennes isotropes. Donc, pour les autres types d'antennes, qu'est-ce qu'on doit faire entrer en jeu? C'est les surfaces de ces antennes. Donc, on a les équations des surfaces, les formules. Si c'est une formule parabolique, on a comment calculer la surface effective et ainsi de suite. Donc, là, vous avez la formule et on fait entrer le gain et on a ici les surfaces. D'accord? Et ce sont des surfaces effectives. Hein? Donc, on peut réécrire l'équation précédente de cette manière-là. Je vous laisse le soin de revérifier le tout. Ça, c'est pour comment calculer l'affaiblissement de nos signaux en espace libre. Donc, les catégories maintenant de bruit, tout ça, on est dans la dégradation des signaux. Donc, quelles sont les catégories de bruit qu'on a? Le bruit thermique, ce qu'on appelait aussi le bruit blanc, provoqué par l'agitation des électrons, et il est présent dans tous les supports de transmission électronique. On ne peut pas l'éliminer. Il dépend aussi de la chaleur et de la température à un moment donné de ces équipements, et il est considéré indépendant de la fréquence. Donc, il est sur les équipements filaires, hein, tous les équipements filaires. Particulièrement, il sera important dans des transmissions satellitaires où on utilise des équipements électroniques. Alors, vous avez le bruit thermique qu'on peut représenter de cette manière-là. Le calcul, là, je pense que je passe parce que je n'ai pas l'habitude de faire cette étape-là. Pour les étudiants, il ne sert à rien de faire le bruit thermique. On se limite au bruit que j'ai expliqué auparavant. Et je pense que je n'ai pas mis ça dans le document. Alors d'autres bruits, le bruit d'intermodulation, il faut savoir que avec le bruit, il y a d'autres types de bruit. Hein. Moi, je vous ai parlé du bruit thermique, plutôt le bruit blanc. Le bruit aussi et le bruit d'intermodulation. Je ne vous ai pas parlé des autres. Donc, vous gardez en tête que ces deux-là. D'accord? L'intermodulation, ça sera quoi? Ça sera quand vous avez différents signaux et ils se partagent le même support de transmission. C'est le cas souvent des réseaux sans fil. Donc, ils se partagent le même support de transmission. Ils vont s'entremêler et ils vont engendrer un certain bruit. Il y aura des décalages parfois entre ces différentes fréquences et ça peut donner naissance à des bruits d'intermodulation. Donc,
on aura, est-ce que j'ai un dessin? Je n'ai pas de schéma. Mais bon, c'est un mélange, hein, un mélange des différents qui vont s'additionner. D'accord? Ces différentes fréquences. Parce qu'ils partagent le même support de transmission. Alors, vous avez également la diaphonie. Bon, vous gardez ça aussi en tête. Et le bruit impulsif. La diaphonie se produit lorsque des signaux indésirables sont captés par des antennes. C'est la définition de la diaphonie. Si vous avez, par exemple, vous envoyez des signaux, des micro-ondes, et à un moment donné, vous avez des signaux qui viennent s'additionner à un moment donné. Ce n'est pas que vous êtes en train d'envoyer sur un même support, non. Je ne suis pas en train, ils viennent perturber. Ce n'est pas des envois que vous voulez envoyer, ils s'additionnent. Non, ils viennent perturber vos signaux, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas volontaire. Oui? Exactement. Il y a des bruits, ça veut dire que ce n'est pas volontaire. Dans le bruit d'intermodulation, c'est des données qui sont envoyées, on veut les envoyer, ils s'entremêlent. D'accord? À la différence de la diaphonie, non, c'est des signaux qu'on ne souhaite pas capter. Mais ils sont captés par des antennes. Alors, le bruit impulsif, c'est aussi quelque part de la diaphonie. On ne souhaite pas les capter. Mais pourquoi on les appelle impulsifs? Parce qu'ils ont des pics assez forts. C'est des amplitudes assez fortes. D'accord? On les appelle bruits impulsifs. En d'autres termes, tous ces bruits-là, ce sont des fréquences, ce sont des ondes, en réalité, qu'on ne souhaite pas intercepter, qu'on ne souhaite pas recevoir, mais on les reçoit. Alors, il y a normalement, moi je ne vous montre pas la suite pour corriger toutes ces erreurs d'intermodulation et ces bruits, il y a des algorithmes qui ont été créés pour corriger quand on reçoit nos ondes, il y a des algorithmes qui corrigent ce qu'on va recevoir. Ça veut dire qu'ils vont rendre votre signal propre, si vous voulez. On va enlever le bruit, d'accord? Pour corriger, par exemple, un signal qui doit arriver, il arrive en retard. Tout ça, ne vous en faites pas, vous allez vous poser des questions. Comment on fait pour corriger tout ça? Il y a des algorithmes qui le font, mais ça, c'est en dehors du cours, hein, d'accord? Vous avez également l'absorption atmosphérique. Quand il pleut, tout est perturbé à cause de l'eau et de la vapeur, de l'oxygène. Donc, ils vont favoriser l'affaiblissement. Vous voyez, quand vous regardez la télé et il y a la pluie, donc il y a l'image qui est bruitée. Et même en cas de pluie, tous les réseaux qui utilisent les micro-ondes sont perturbés quelque part. Et ça, c'est à cause de l'atmosphère, d'accord, de la pluie. Donc, plus vous montez dans les fréquences, plus l'atmosphère, plus ces fréquences-là seront perturbées par l'absorption atmosphérique. D'accord? Et si on descend dans les fréquences, il y aura moins d'affaiblissement, il y aura moins de problèmes avec l'atmosphère. Donc, c'est pour ça, avec la radio, quand on entend la radio qu'il pleuve ou qu'il neige, il n'y a pas de souci. Mais pour la télévision qui utilise les satellites, les micro-ondes, quand il pleut, c'est perturbé parce qu'on est en train de monter dans les fréquences. Alors, la présence d'oxygène va provoquer une forte absorption aux fréquences. Là, vous voyez que c'est autour des 60 gigas. D'accord? La réfraction, oui? Oui, oui. Oui. Ça dépend si votre réseau passe par quoi. S'il passe par un sans-fil, il sera perturbé. Et normalement, il n'y a pas de problème. Ça dépend si on passe par un réseau câblé ou pas. S'il passe dans l'air
Et dans les hautes fréquences, Samy, c'est les hautes fréquences qui sont perturbées le plus. Mais si on utilise de basses fréquences, elles ne sont pas aussi perturbées que les hautes. Oui. Pour moi, ils ont leur gain et leur... Non, non, non. Là, ma cache explication. Non, non. Il y a l'explication, c'est qu'il y a une mauvaise mise en œuvre, peut-être, mais il n'y a pas d'explication. Pas d'explication. Sauf si pour toute l'Algérie, ça veut dire le câble principal qui passe vers l'Europe et Winjibo Internet, ça passe pas bien. Vous voyez. Mais dès qu'il passe par où? Par les océans et par la mer. Donc, là, il y a beaucoup de choses illogiques, donc il ne faut pas essayer de comprendre. Alors, la fibre, peut-être, Riyad. Non, il n'y a pas de raison. Hein. Alors là, si on utilise la fibre, c'est pour améliorer. L'absorption atmosphérique et ce qu'on vient de citer maintenant, ça, c'est pour uniquement, regardez. Regardez. Là, les sources de dégradation des signaux, normalement, est-ce que j'ai expliqué avant? Voilà, en espace libre. D'accord? Je ne parle pas du filaire. D'accord? En espace libre, ça veut dire les hautes fréquences aussi. Donc, je ne suis pas en train de parler des câbles. OK? Alors. Tout ça, non? Ah, je parlais aussi de la réfraction qu'il faut prendre en considération. C'est la déviation, ça, vous la connaissez. D'accord? Quand on rentre et on envoie vers un autre corps, un corps qui a une autre incidence, d'accord? Un indice de réfraction. Donc, l'onde, elle va être réfractée. Maintenant, on passe à autre chose qui est aussi importante pour les réseaux sans fil, et qui dégrade les réseaux sans fil, c'est la propagation multitrajet. Alors, le signal va être réfléchi par des obstacles. Multitrajet, ça veut dire que votre signal, il y aura plusieurs copies, si vous voulez, du signal original. D'accord? Et il va être reçu avec des délais de propagation variables. Vous avez la première copie qui arrive maintenant, la seconde qui arrive par la suite, dans une seconde, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que votre signal, moi, j'ai envoyé, par exemple, et il va percuter un immeuble. De là, il percute cet immeuble, il arrive là. De cette antenne, il va directement, admettons qu'on veuille envoyer vers cette voiture. Et une autre encore, c'est la même copie du signal qui est envoyée. Et une autre copie qui va arriver à cet immeuble et elle sera réfléchie ou réfractée vers cette voiture. Donc, c'est ce qu'on appelle propagation multitrajet. Donc, la voiture, elle va recevoir plusieurs copies du signal. Donc, il y aura des interférences de propagation multitrajet. Alors, l'évanouissement dans l'environnement mobile, donc ça, c'est toutes les sources de dégradation des signaux dans les réseaux sans fil et en vue directe. Tout ça, il doit y avoir des solutions à toutes ces sources de dégradation. Des solutions algorithmiques, ou bien soft, ou bien hard. D'accord? Ça dépend des indices. Il y a des surfaces qui ne réfléchissent pas. Oui. Ça dépend de la fréquence et du type de votre matériau.
D'accord? Il y a des matériaux isolants, il y a des matériaux qui réfléchissent très bien, il y a des matériaux, ça dépend du l'équipement lui-même, plutôt le matériel lui-même. Alors, l'évanouissement dans l'environnement mobile, vous avez, c'est ce qu'on appelle le fading. Le signal, il va s'épuiser, donc dû à des changements dans le support ou dans le chemin de transmission, c'est ce qu'on appelle le fading. D'accord? Donc, l'évanouissement, vous avez l'évanouissement statique ou bien l'évanouissement dans l'environnement mobile. Donc, dans l'environnement statique, l'évanouissement, il va être provoqué par des changements atmosphériques. Par contre, l'évanouissement dans un environnement mobile, il va être engendré par quoi? Le fading, il va être engendré plutôt par le déplacement de vos équipements. Et ce déplacement, il va être, si vous voulez, il va être un peu, comment dirais-je, perturbé par des obstacles. Donc, l'évanouissement de votre signal peut être dû à des changements, par exemple atmosphériques ou la distance, et peut être dû à un environnement mobile, dans le cas où une des deux antennes se déplace par rapport à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évanouissement dans un environnement mobile. Et aussi, il va rencontrer le problème de la propagation multitrajet. Là, l'évanouissement dans l'environnement mobile, et on vous montre l'effet de la propagation multitrajet. On revient à la voiture qui va envoyer un signal. Alors, la réflexion, lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une surface qui est plus grande que sa longueur d'onde, où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est le R? Est-ce que c'est le S, le cas de S, ou bien le D? On est dans quel cas? D'abord, est-ce que vous avez compris? Il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter. Je comprends parfaitement et j'aime beaucoup votre sincérité parce que parfois notre tête, elle part ailleurs. Attendez. Il faut juste me rappeler et me dire, madame, revenez et je reviens, pas de problème. Alors, Samy, c'est ça, ce que vous n'avez pas suivi. L'évanouissement. L'évanouissement, qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est fading. C'est la puissance du signal qui va changer. Ça. Donc, on ne va pas recevoir le bon signal, si vous voulez, parce qu'il s'est évanoui. Donc, cet évanouissement, il est dû à des changements de quoi? Du support, parce que votre signal, il va passer par différents supports. Le point. Donc, il va s'évanouir quelque part. Forcément, il y aura un évanouissement. Il y a un évanouissement dans un environnement statique. Voilà, statique. Parce qu'il n'y a pas de mobilité, c'est l'inverse de la mobilité. Cet évanouissement, il est uniquement dû à des choses statiques. Exemple, l'atmosphère, elle est là, elle ne bouge pas. Donc, c'est dû à, par exemple, à l'atmosphère à un moment donné. Voilà, les conditions atmosphériques. Ou bien l'évanouissement, il est dans un environnement mobile, il est plutôt lié à quoi? Au déplacement de vos antennes. Vous vous déplacez avec votre téléphone. Donc, maintenant il pleut, Samy, maintenant il pleut. Ça veut dire, vous aurez un évanouissement, pardon. Vous aurez, vous aurez un affaiblissement, un évanouissement de votre signal dans un environnement statique. Et en plus de ça, vous êtes en train de vous déplacer, donc vous serez dans un environnement mobile. Donc, forcément, votre communication, elle va se dégrader.
Parce qu'on est dans le sans-fil, d'accord? Même s'il y a des algorithmes qui vont corriger tout ça, d'accord? Très bien. Il est revenu, Samy, parmi nous. C'est très bien. Alors, dans ce cas-là, je disais, on est dans l'évanouissement dans l'environnement mobile. Et là, on vous donne quelques problèmes encore. Quelques problèmes engendrés par quoi? Par la propagation multitrajet. Vous avez une voiture qui est là, qui veut envoyer des ondes, des micro-ondes. Regardez, les micro-ondes, ils sont envoyés dans l'air. L'onde, elle va être percutée, elle va percuter ce mur-là. Elle va percuter peut-être aussi cet angle-là du mur. Vous êtes d'accord? Elle va percuter cette lampe. Elle va percuter le micro-ondes, elle va venir ici, elle va percuter encore ce mur. D'accord? On vous dit la définition de la réflexion, qui est ce R-là. Cet effet, c'est un effet engendré par la propagation multitrajet. C'est ce qu'on appelle la réflexion. Ce sont des termes, c'est un background qu'il faut avoir dans le sans-fil. D'accord? La réflexion, c'est quoi? C'est lorsque une onde, notre onde qui est là, électromagnétique, elle va rencontrer une surface, dans notre cas, c'est un mur, qui est plus grande que sa longueur d'onde elle-même. Donc, on compare on la compare. Est-ce que la surface, elle est très large, très grande? On la compare. Et de cette manière-là, on va parler de réflexion. Vous voyez, on va parler de réflexion. Donc, ça dépend. Et quand on parle de longueur d'onde, ça stipule qu'on est en train de parler de la fréquence. Plus les fréquences sont hautes, plus vous avez des longueurs d'onde petites. Et là, vous saurez, est-ce que vous pouvez, avec des fréquences très hautes, vous pouvez percuter ou pas un mur. De la même manière, pour les autres cas, la diffraction a lieu lorsqu'une onde radio frappe le coin d'un corps impénétrable. D'accord? On ne pourra pas le pénétrer avec nos ondes. Qui est notablement, l'angle hélique, qui est notablement plus grand, le mur, qui est notablement plus grand que sa longueur d'onde. Mais il pointe, votre onde, micro-onde, elle va uniquement frapper le coin. Elle va toucher avec le coin. On appelle ça une diffraction. Donc, la diffraction par rapport à la réflexion, c'est plutôt, on est en train, avec l'onde, elle va uniquement percuter un angle, pas tout le mur, comme ça. Si on percutait ici l'angle, on parlera plutôt de diffraction. Mais ce n'est pas le cas, on est ici dans la diffraction. Et enfin, la dispersion se produit si la taille de l'obstacle est de l'ordre de la longueur d'onde du signal ou inférieure. Et là, on vous met une petite lampe et là, on vous dit que c'est une dispersion. Vous allez me dire quelles sont les modifications. Tout ça, c'est une classification seulement de la perturbation. Maintenant, on va dire dispersion, diffraction, réflexion. C'est uniquement, on est en train de classer les différents problèmes. Mais pour ces différents problèmes, il y a une atténuation, il y a une dégradation du signal qui sera prise en considération. D'accord? Mais de toutes les manières, chaque fois que votre signal percute un obstacle, d'une taille plus grande ou plus petite que sa longueur d'onde, il sera perturbé. Pénétrable ou pas, il sera perturbé. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est des termes à apprendre. Hein. C'est pas c'est des termes à apprendre, à connaître et voilà. C'est pas
des formules ou c'est des définitions plutôt. Je pense qu'on s'arrête. L'intersymbole. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Alors, pour les interférences intersymboles, qu'est-ce que c'est? C'est, on va recevoir une ou plusieurs copies de l'impulsion initiale qui vont arriver en même temps que l'impulsion principale du bit subséquent. Alors, regardez l'exemple directement. Ça, c'est l'exemple d'une transmission, d'une impulsion de votre signal et une seconde. Regardez au niveau de la réception, qu'est-ce qu'on va recevoir? À cause, oui? Très bien. Très, très bien. Alors, la diffraction, d'accord. Zakaria, la différence entre l'affaiblissement et l'évanouissement, c'est la même chose. Hein. C'est une perturbation de la puissance du signal. Là, c'est bon. Est-ce qu'on peut utiliser des répéteurs pour… Oui, oui. On peut utiliser des équipements, d'accord, pour corriger. D'accord? Pour les éviter, non, on ne pourra pas les dégradations des signaux, Younes. Il y aura des dégradations. Parce qu'on a un effet de propagation multitrajet. Vous êtes dans une cité, vous avez plusieurs immeubles, on aura des perturbations et elles seront corrigées au niveau même de votre téléphone portable. D'accord? Même dans votre téléphone portable, quand il reçoit des copies comme ça, il va corriger lui-même ces erreurs-là. Vous pouvez répéter la diffraction, oui? Alors, pour la diffraction, on vous dit, alors, la diffraction, la dispersion, la diffraction a lieu lorsqu'une onde radio frappe un coin d'un corps impénétrable. Maintenant, l'onde, elle ne peut pas pénétrer, même pas un tout petit peu pénétrer l'obstacle, le mur, si vous voulez, et qui est notablement, maintenant sensiblement plus grande que sa longueur d'onde. Donc, c'est l'achor, il peut pénétrer un peu, elle peut pénétrer l'onde un peu, et le reste, il va être réfléchi. Mais dans le cas de la diffraction, il n'y aura pas pénétration dans le mur, dans ce mur-là, mais il y aura plutôt une, si vous voulez, une réflexion de l'onde à partir du coin. Mais de toutes les manières, regardez, comment je peux les dissocier? Je me dis que tous ces effets de la propagation multitrajet, mon onde va changer de trajectoire et quand elle va être réfléchie, hein, ou bien elle va changer de trajectoire, de toutes les manières, cette onde qui va être engendrée par cette perturbation, ça va être une onde comme si nouvelle, autre, modifiée. C'est la première qui a été modifiée. Soit on a réduit sa puissance, on a changé, on a diminué son amplitude, on a diminué ses angles, on a diminué. Donc, de toutes les manières, il y aura modification de mes micro-ondes. D'accord? Quels que soient les effets de propagation. Maintenant, l'effet, il va rencontrer un obstacle. Il va voir, est-ce que l'obstacle, il est d'une certaine longueur, la longueur d'onde avec l'obstacle lui-même, les caractéristiques de l'obstacle. Ou bien, est-ce que c'est un petit objet, un tout petit objet, ou bien c'est un objet qui n'est pas du tout impénétrable et on va viser le coin de cet objet. Donc, de toutes les manières, les trois, ou les quatre, les trois, la réflexion, ou bien la diffraction, ou bien la dispersion, vous aurez
des changements de trajectoire et une perturbation, une modification de votre signal. Comme si c'est un autre. Il a été modifié. D'accord? Il a été modifié et vous allez recevoir plusieurs copies. Et quand on va recevoir plusieurs copies, elles vont s'additionner, il faudra corriger tout cela. Est-ce que c'est clair comme ça, Younes? Oui, ça dépend de la perturbation, oui. Oui. Ça veut dire que s'il y aura une perte, oui. Oui, vous pourrez avoir des pertes. Mais je vous dis, les effets, ce sont des effets connus, d'accord? C'est des perturbations connues. Voyez bien, si ce n'était pas connu et corrigé, on aurait des communications catastrophiques. Vous êtes d'accord? Donc, tout ça, c'est juste pour vous dire que votre micro-ondes, elle a plusieurs obstacles et différents obstacles. Chaque obstacle, il a ses propriétés. Est-ce qu'une onde, elle peut le pénétrer ou pas? Est-ce qu'il va réfléchir l'onde? L'eau, c'est un obstacle qui est différent d'un autre liquide que l'huile. Le verre, c'est un obstacle différent du bois. Et ainsi de suite. Donc, votre onde, elle va rencontrer ces différents obstacles. Elle va, comment dirais-je, elle va agir de manière différente. Et vous aurez des résultats d'autres ondes qui vont aboutir. Vous aurez plusieurs copies différentes de votre premier message envoyé, de votre première onde. Mais de toutes les manières, les téléphones sont capables de corriger et d'avoir une bonne réception de la communication. D'accord? On ne va pas rentrer. Il y a des... Je ne sais pas si j'ai des slides. Regardez, il y a plusieurs les types d'évanouissement. Bon, j'ai enlevé ces... Voilà, les mécanismes de compensation d'erreur. L'égalisation, il y a plusieurs types. On ne rentre pas dans tout ça parce que ce n'est pas dans le but du cours. D'accord? Mais il y a des mécanismes pour compenser toutes ces erreurs qui surviennent dans les réseaux sans fil. D'accord? Alors, voilà ce que vous allez recevoir. Hein, regardez. Receive, pulse. Là, c'est en vue directe. Hein. Et ensuite, vous aurez, à cause du multipath, maintenant en vue directe. Hein. D'accord. Maintenant, le premier émetteur-récepteur. Il reçoit directement en vue directe cette première impulsion. Les autres, de la même couleur, c'est des copies causées par quoi? Causées par l'effet multitrajet. D'accord? La seconde, elle est là, qu'il sera additionné à une autre copie du premier, et vous allez recevoir tout ça. Est-ce que c'est clair? Voilà, exactement. Il est additionné, exactement. Toutes ces perturbations. C'est ce qui a été envoyé par l'émetteur, ça. C'est ce qu'on va recevoir. D'accord, Samy. Donc, ce que vous avez... c'est received, de la même couleur. Vous voyez les couleurs? Très bien. De la même couleur, c'est des copies. C'est des copies de la première. La première, elle reçoit, au niveau du récepteur, on va recevoir Hadiya. Hadi, c'est la version face à face de cette antenne. Il y a deux antennes, émettrice, réceptrice. Elles sont face à face. Mais quand on envoie, il va se propager dans tous les sens. Donc, Hadi, elle est envoyée. La réceptrice, elle va recevoir en vue directe cette impulsion. Mais ces trois-là, impulsions, c'est des impulsions causées par l'effet multitrajet. Maintenant,
Ils ont peut-être percuté un mur ou un obstacle. Et voilà ce qu'on a reçu, 3 copies de la première. La seconde, elle est envoyée, elle est reçue en même temps qu'on reçoit une copie de la première qui a été envoyée. Et elle sera additionnée, perturbée. Maintenant, le signal, il va venir perturber le signal qu'on est en train de recevoir. Et Hadouma, c'est aussi des copies de celles-ci qui sont multitrajées, le résultat du multitrajet. Donc, le multitrajet, la propagation du multitrajet, c'est une source de dégradation de votre signal. Parce qu'on va recevoir plusieurs impulsions, plusieurs signaux. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et les autres? Oui, Samy. Samy, je tiens d'abord à vous remercier pour votre feedback et vos questions, parce que ça enrichit la séance. Je vous remercie beaucoup. Et en plus, peut-être qu'il y a ceux qui n'osent pas poser des questions et vous poser pour les autres. J'aimerais bien que les autres aussi réagissent comme vous. D'accord? Et c'est ça que peut-être qu'il y a des slides où je n'explique pas. Vous me poussez à expliquer encore plus. Merci beaucoup pour ça. Donc, je vais répondre à la question. Ce que vous venez de dire, Samy, par rapport à la bille que vous envoyez, n'est-ce pas? Vous l'envoyez et vous faites quoi? Vous essayez de viser au maximum. Donc, viser, c'est ce qu'on a appelé, nous, la directivité. Plus je monte dans les fréquences, plus je vais mieux viser parce que mon champ, mon faisceau, il sera étroit, si vous vous rappelez bien. Donc, moi, ici, est-ce que je suis dans les hautes fréquences et j'ai une parabole pour pouvoir bien viser et réduire mon faisceau? J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Parce que n'oubliez pas, Samy, n'oubliez pas qu'avec nos téléphones cellulaires, on ne peut pas monter trop dans les fréquences. Pourquoi? Parce que ça va, déjà l'équipement lui-même ne peut pas. L'antenne qui est à l'intérieur de cet équipement ne peut pas. Et aussi, ça nuit à l'être humain. D'accord? Donc, tout ça. Donc, c'est la puissance de transmission. Elle n'est pas très, très importante, très forte pour pouvoir monter dans les fréquences. Il y a la puissance de transmission. Il y a la fréquence de transmission. Donc, l'équipement ne peut pas. On est limité. Du moment où on est limité, ça veut dire qu'on ne va pas faire de la directivité, on ne va pas viser. Donc, on aura un faisceau assez moyen. Il n'y aura pas une directivité assez importante. On pourra faire la directivité quand on aura des paraboles et avec des fréquences très hautes, assez importantes, des paraboles très, 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 très grandes. Donc, on aura forcément des signaux, des copies, des impulsions, des pulsions, pardon, du multitrajet, effet du multitrajet qui vont arriver. D'accord? Ça, c'est inévitable. Mais je vous dis que les équipements, que ce soit les téléphones ou autres, sont capables de régler tous ces problèmes-là. La preuve, c'est qu'on parle et on arrive à communiquer sans trop de perturbations. C'est clair? Très bien. Est-ce que c'est clair pour les autres? Très bien. Ah non. Compensation, pas pour vous. Non plus. Je pense qu'on s'arrête sur ça. Alors, ce qu'on va faire, écoutez, on va s'entendre. On va s'entendre. Là, on a déjà combien de... On a consommé combien? Voilà, 3h30.
Donc, on a de 1 heure et ça, 1 heure 40 minutes. Ok. 1 heure 40 minutes, moi, je vous avoue, au bout de 1 heure 40 minutes, je fatigue un peu. Et je pense que vous aussi. Donc, ce qu'on peut faire, parce qu'à ce rythme-là, on pourra, je ne dirais pas qu'on ne pourra pas aller loin, Inch'Allah, si. Mais c'est dommage que vous n'ayez pas le bagage qui est prévu pour vous. D'accord? C'est vraiment dommage. Est-ce que je vous suggère? Diro, Lyum, exemple, ou la 1 heure de temps, et on rajoute une autre heure. Quand vous voulez. L'essentiel que vous soyez en forme. Voilà, vous me proposez, moi, ce qui compte pour moi, c'est que vous soyez en forme. OK? Et que vous puissiez suivre. On fait comme ça, et vous, parce que la semaine dernière, oui, il est là, Zindin. معليش, c'est pas grave. De toutes les manières, est-ce que je peux compter sur vous pour me dire, bon, je vais lui envoyer. Voilà, mais Samy, il faut expliquer entre vous, vous expliquer qu'il nous faut une séance. Ça veut dire que c'est pas, on ne fait pas un sondage pour la séance. On fait le sondage pour le camp. Oui. Samy, ce qu'il faut savoir, ce que vous allez avoir, c'est le programme. Ce n'est pas trop condensé. Voyez, ça veut dire, quand vous dites on n'aura pas beaucoup, le cours lui-même, il contient deux séances de 1 heure et demie. Donc, c'est le programme. En ligne et en présentiel, ce que je vous suggère, on peut faire 1 heure, par exemple, aujourd'hui, ou la 1 heure et demie si vous pouvez tenir, et demain matin, 1 heure. Moi, je ne veux pas perturber les séances de TP en présentiel, ou là en ligne. Et normalement, vous n'avez pas de TP en ligne. Est-ce qu'ils ne peuvent pas, les enseignants qui font les TP en ligne, ils les font dans la séance de Je n'ai pas compris.